Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la communication non violente dans une relation amoureuse. On verra notamment 4 étapes de la communication non violente pour te permettre de pouvoir enfin pratiquer cela sans aucune difficulté. Que tu connaisses la communication non violente ou pas, dans cette vidéo, on en parle. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de format. La communication non violente est un processus de communication qui a été élaboré dans les années 70 et qui constitue un point commun avec une approche centrée sur la personne. Et c'est notamment des psychologues qui ont développé un petit peu cette méthode. Aussi, l'expression non violente fait référence au mouvement que Gandhi avait initié dans sa lutte contre la ségrégation avec des manifestations non violentes. C'était de ne pas utiliser d'armes ou de venir aux mains avec des policiers ou des personnes qui refusaient les choses qu'on pouvait comprendre sur le fait d'être répression avec la manifestation. La communication non violente est aussi appelée communication consciente. Mais les principes qui sont à retenir de cette communication non violente sont, de manière générale, l'empathie, l'authenticité et la responsabilité que tu vas avoir. Très souvent, en fait, on va avoir une communication violente avec l'autre parce qu'on va soit ne pas être dans l'empathie avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va lui dire que, on va pas essayer de se mettre à sa place, on va pas essayer de comprendre ce qu'il vit et pourquoi il est dans cet état émotionnel psychologique au moment où on a cette interaction avec lui. Soit on va pas être authentique, c'est-à-dire qu'on va vouloir en fait feinter, ne pas être vraiment soi-même, et on va d'une certaine manière cacher ses sentiments en prétextant autre chose. Ou enfin, on va pas être responsable. C'est aussi une des dynamiques dans une relation sur lesquelles en fait on va pas prendre la responsabilité d'une difficulté, mais on va la rejeter sur l'autre. On va en fait donner de la violence, on va alimenter le feu comme si on mettait des morceaux de bois dans le feu. Donc d'une certaine manière, on va dire, la communication non violente, c'est quelque chose qui va te permettre de transformer tes relations avec les autres, mais qui va aussi te permettre de considérer les relations que tu as avec les autres différemment, puisque tu vas prendre une certaine partie de cette relation à ta responsabilité. C'est-à-dire que dès lors que tu te mets comme responsable de la relation, que tu vas pas laisser la relation dépendre de l'autre, tu vas pouvoir à la fois être dans l'empathie, à la fois choisir d'être dans l'authenticité et à la fois, encore une fois, d'être responsable puisque c'est ce que tu voulais. Ça demande quand même un effort pour pouvoir prendre cet ascenseur que la communication non violente est, puisqu'il va falloir augmenter notre capacité d'être. Alors il y a 4 étapes dans la communication non violente pour pouvoir avancer. La première, c'est d'observer les faits. La deuxième, c'est exprimer ses sentiments, ses émotions et ses attitudes. La troisième, c'est d'exprimer les besoins. Et la quatrième, c'est de demander les actions que l'on souhaite pour pouvoir avancer. Donc dans ces 4 étapes, c'est souvent quelque chose qui est important d'observer. C'est que il va vraiment s'agir de clarifier ce qui se passe en soi, ou alors de communiquer avec d'autres pour pouvoir vraiment faire en sorte d'avoir une communication qui soit non violente. Mais il ne s'agit pas d'une manière de parler qu'il faudrait suivre à tout prix en fait la communication violente. Au contraire, c'est utiliser des concepts qui sont des repères et qui vont être destinés pour toi à faciliter l'expression de la bienveillance et non pas de suivre des règles, parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une bonne connexion avec l'autre pour que l'autre ait le sentiment qu'il a une bonne expression de lui et qu'il ait le sentiment aussi que vous écoutez ce qu'il veut vous faire passer. Donc la première étape, c'est d'observer les faits. Quand on décrit une situation, on l'exprime on exprime différentes choses. D'abord une observation objective, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on peut logiquement en déduire sans faire d'hypothèse particulière. Il y a aussi les évaluations, on va penser en termes de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, est-ce que on peut qualifier une personne ou une situation par rapport à notre évaluation. Et puis aussi une interprétation, une observation de nos faits, c'est de faire des conclusions qui se basent sur des présupposés. Par exemple, j'ai le sentiment, j'interprète que le geste que tu as fait était à mon encontre méchant, etc., etc. Tout ça, ce sont des interprétations qui vont avoir un impact sur la relation. Et donc, il vaut mieux éviter d'utiliser des évaluations et des jugements, parce que si notre interlocuteur se sent jugé, il aura tendance à s'investir dans l'autodéfense plutôt que dans la compréhension. Donc,
il faut mieux, on va dire, travailler sur des faits observables. Par exemple, si on est dans le jugement, on va dire tu es feignant, donc on va tout de suite qualifier la personne qu'on voit. Plutôt, en fait observable, c'est que ça fait une semaine que tu n'es pas sorti, ou ça fait une semaine que tu n'as pas travaillé, ou ça fait une semaine que tu ne m'as pas expliqué cela. Et tout ça va permettre de pouvoir ouvrir la conversation. Donc le but, c'est de vraiment éliminer les obstacles que tu peux avoir dans ta relation pour pouvoir bien discuter du contenu et de pouvoir ne pas être dans un rapport de pouvoir ou de compétition, mais dans un rapport vraiment puissant. Deuxième étape importante, c'est d'exprimer ses sentiments, ses émotions et ses attitudes. Par exemple, avoir peur, être curieux, être surpris, être triste, être plein d'énergie. Ceci afin de pouvoir communiquer ce qui se passe en toi. Parce que la communication non violente, ça t'invite à développer un vocabulaire affectif pour exprimer toute la palette d'émotions qui peuvent te toucher, puisque tu as des choses qui vont te toucher. Et un des pièges habituels dans l'interprétation des sentiments, c'est de faire l'amalgame entre des émotions et des perceptions que l'on peut se faire de l'autre, de ses agissements et de ce qu'on imagine faire. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu te sens ignoré par lui parce qu'il ne te dit pas bonjour, tu ne décris pas un sentiment, mais une interprétation de son comportement. Et du coup, tu vas, on va dire, mettre dans une impasse la conversation avec l'autre. Donc, de manière générale, à chaque fois qu'intervient le mot « tu » dans une phrase, la probabilité est très forte qu'il s'agisse d'un jugement et non d'un sentiment. Donc ça fait un obstacle à l'expression des sentiments et attitudes, et ça va donner une peur mutuelle de pouvoir de discuter. Troisième étape, c'est d'exprimer ses besoins. Quand nous ne sommes pas conscients du lien entre nos besoins et nos sentiments, nous croyons que ce sont les situations qui seules provoquent ce que nous ressentons et nos habitudes. Et donc il y a un monde en fait entre ces deux étapes-là. Donc quels sont les obstacles vraiment à l'expression des besoins? Parce que c'est plutôt ça sur lequel il faut se concentrer, c'est les obstacles de cette communication non violente. Premier obstacle, c'est le conditionnement social ou familial qui réprime l'expression des sentiments, c'est-à-dire il va falloir faire évoluer un collectif sur le fait d'exprimer des sentiments. Deuxième obstacle, c'est le manque d'habitude à exprimer ses besoins. Tu peux peut-être avoir moins l'habitude de parler et de pouvoir parler des choses que tu fais. 3, c'est le manque de vocabulaire, c'est-à-dire je vais bien, je vais mal, ne pas avoir la capacité à pouvoir bien exprimer son sentiment, bien exposer ce qu'on ressent. 4, c'est croire qu'on se met en situation de faiblesse lorsqu'on commence à vouloir parler de ses sentiments, parler de ses besoins, parler de ce qu'on souhaiterait. Et enfin 5, ne pas croire que l'autre puisse faire preuve de bienveillance à l'égard de besoins si on les communique. Considérer que c'est mort si quelque chose, et si on ressent une frustration, que c'est impossible que cette frustration puisse être modifiée. Enfin, une quatrième étape qui est importante, une fois qu'on a pu exprimer nos besoins et qu'on a développé cette intelligence à l'expression de nos besoins, c'est de demander les actions que l'on souhaite. Traduire le besoin généraux en demandes concrètes, en actions précises, va être quelque chose qui va être salutaire et qui va permettre de pouvoir avancer et de créer, on va dire, un mouvement dans la relation que vous souhaitez. Donc, une demande a toutes les chances d'être entendue quand elle a 3 critères respectés. C'est quand elle est active et positive, demander ce que l'on veut et non pas ce que l'on veut pas, dans un langage qui incite à l'action. 2, qui soit consciente et explicite. C'est des demandes qui vont être implicites, sont source d'une mauvaise interprétation. Donc il va falloir être très explicite. Bien, quand on dit explicite, c'est bien expliquer vraiment ce qu'on attend et pas laisser des non-dits dans ce qu'on attendrait. Et 3, c'est simple, clair, précis. Le but de la demande, c'est clair pour tous et sa réalisation est à la portée de l'interlocuteur. Et aussi, il faut distinguer 2 choses quand on demande des actions qu'on souhaite, c'est des demandes et des exigences. Parce que des demandes peuvent être fréquemment perçues comme des exigences, des actes de domination, et c'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir faire que on va pouvoir discuter. Par exemple, si tu dis « veux-tu aller faire des courses », ça peut être soit considéré comme une demande, soit comme une exigence selon le contexte dans lequel cette phrase est prononcée. Donc tout est contextuel et c'est important de pouvoir toujours travailler là-dessus. De manière générale, si tu veux aller plus loin, ce que je te recommande, c'est de t'intéresser au travail que fait Jacques Salomé depuis maintenant plus de, je pense, bien 40 ans. Une personne qui vraiment s'est intéressée aux dynamiques hommes-femmes et surtout sur la communication non violente et puis sur la capacité à pouvoir s'exprimer soi-même pour pouvoir
échanger avec son partenaire de vie, ses enfants ou les personnes avec qui nous avons du temps au quotidien. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses maintenant. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville as-tu regardé cette vidéo et ce que tu retiens de cette vidéo. Enfin, tu peux découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.